Mardi 2 novembre 2021, bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, une nouvelle église s'ouvre au corps du Christ de la sous-région de Bogodogo Nord. Le pasteur Innocent Kaboré met à la disposition des assemblées de Dieu le temple Shalom Adonai. Tout est parti d'une petite cellule familiale et aujourd'hui c'est une église à part entière. Et puis au cours de cette édition, COP26 oblige, nous parlerons des effets du changement climatique, cas de Madagascar qui paye le prix des conséquences des gaz à effet de serre. Dans le sud de l'île, plus d'1 million de personnes sont confrontées à la première famine climatique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Ouagadougou abrite à compter de ce 2 novembre jusqu'au 5 novembre prochain la 7e édition du Salon des banques et PME de l'UOMOA. Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs ont annoncé les couleurs de la présente édition qui se tient sous le thème « Transformation des économies africaines, contribution et impact des PME de l'UOMOA ». On voit cela dans ces images de Moïse Kinda. Faire de Ouagadougou la capitale des petites et moyennes entreprises de l'UOMOA du 2 au 5 novembre prochain, c'est le but de la 7e édition du Salon des banques et PME de l'espace monétaire ouest africain. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette rencontre qui se tiendra dans les locaux de Canal Olympia Ouaga 2000. Le concept de ce salon a été spécialement étudié afin de concentrer en un même lieu des espaces thématiques qui permettront aux chefs d'entreprise de trouver des réponses opérationnelles aux questions de la gestion quotidienne de l'entreprise, notamment la fiscalité, la bonne gouvernance, la comptabilité, la communication, les ressources humaines, l'internationalisation et bien d'autres. Comme vous le savez, aujourd'hui, les PME ont besoin de créer des entreprises, de gérer des entreprises, développer ces entreprises et parfois transmettre ces entreprises aux plus jeunes. Et c'est pourquoi ce salon, dans son nouveau format, voudrait répondre à ces attentes. Bien plus qu'un salon, c'est une tribune dédiée aux artisans, aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux startups de la zone UEMOA. Pour le comité scientifique, il s'agira d'un moment de partage d'expériences autour de plusieurs thématiques telles que l'économie verte, la gouvernance et les bonnes pratiques, la digitalisation des économies dans le domaine des PME. Le concept CAP PME sera aussi abordé. Il est intéressant que nos PME puissent se saisir des bonnes pratiques qui ont déjà existé ailleurs et qui ont fait leur preuve pour pouvoir s'améliorer et contribuer efficacement à la transformation des économies. N'oublions pas que justement l'idée du salon, c'est ça, c'est de pouvoir créer ce cadre d'échange entre les différentes structures, entre les différents PME, pour que chacun puisse bénéficier de l'expérience des uns et des autres. Déjà au niveau africain, on a un fort potentiel qu'on sous-exploite et qu'on laisse la possibilité aux autres d'exploiter à notre place. Pourquoi? Parce que ces pays-là ont justement donné la force à leurs PME pour aller à l'étranger. Et les PME ont ces forces-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi très organisées et très formées. Elles ont les informations qu'il faut, quand il faut, et elles exploitent ça pour justement conquérir de nouveaux marchés. Transformation des économies africaines, contribution et impact des PME de l'UOMOA, c'est sous ce thème que le Burkina Faso abrite cette 7e édition du Salon des banques et PME de l'UOMOA où plus d'une quinzaine d'institutions de financement sont attendues. De façon tournante dans l'espace monétaire ouest africain, cette édition se veut celle du bilan selon le secrétaire permanent du dit salon. Une édition placée sous le patronat du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, mais aussi de celui en charge des finances. Voilà donc, nous vous proposerons la cérémonie d'ouverture de cet événement dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, elle était une cellule familiale au départ. Aujourd'hui, c'est une église à part entière. Le temple Shalom Adonai a
officiellement ouvert ses portes dimanche dernier. Le retour à la parole de vérité est l'objectif premier du pasteur Innocent Kaboré qui compte contextualiser la parole de Dieu à nos réalités et aussi mettre l'accent sur la prière pour les besoins du peuple de Dieu. On voit cela dans ces images de Xavier Ouedraogo. Une petite cellule au départ et maintenant une église, le temple Shalom Adonai a officiellement ouvert ses portes ce dimanche. Une cérémonie ponctuée par des moments d'adoration et de louange à l'Éternel, mais aussi la prédication de la parole de Dieu. Et le messager du jour, le pasteur Daniel Sourgou, président de la sous-région de Bogodogo-Nord, d'intituler son message comme suit: la nécessité pour l'Église d'annoncer toujours l'Évangile, avec pour passage de base Matthieu le chapitre 16 au verset 18. Le monde est égaré loin de Dieu alors que les champs blanchis prouvent que Jésus-Christ revient bientôt, a laissé entendre l'orateur du jour. Ainsi, le pasteur Innocent Kaboré, à qui les clés du temple ont été officiellement remises, compte impacter les vies à travers l'enseignement de la parole de vérité et des temps de prière. Moi, je dirais qu'on n'est pas venu ici par hasard. On est venu ici conduit par le quelqu'un, c'est quelqu'un qui est Dieu. Et c'est pourquoi je dirais que si on est venu ici, c'est pour impacter, en tout cas demander à l'Esprit de Dieu de faire quelque chose de vraiment particulier. Et ce serait cette particularité. Quand Dieu fera la particularité, cela va confirmer qu'il est vraiment particulier. Nous n'avons pas besoin de faire des messages magistraux. Nous voulons donner des enseignements. Je veux dire, répondre aux besoins réels des gens. C'est l'œuvre du Seigneur, certes, mais il faut des hommes pour la soutenir. Ainsi, le docteur Zachary Badini a été sollicité pour parrainer cette activité. En tant que laïc, il a énuméré quelques points sur lesquels il souhaiterait que le pasteur Innocent Kaboré travaille. J'ai dit qu'il y avait une exigence de vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Il y avait dans leur métier, il faut prêcher la parole. J'ai dit qu'il y avait une exigence stratégique, c'est-à-dire que le développement d'une église dépend d'une vision. J'ai dit qu'il y avait aussi une exigence de management, parce qu'il faut bien gouverner l'église. J'ai dit qu'il y avait une exigence de bon berger, parce qu'un pasteur, c'est un berger. Cette cérémonie d'ouverture du temple s'est déroulée sous les regards attentifs du secrétaire général du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo, à qui il a été demandé de consacrer à Dieu le pasteur Innocent Kaboré et sa famille pour cette œuvre de laquelle le Conseil général attend beaucoup. Nous attendons de cette Église, j'allais dire, des prouesses. Je souhaiterais au pasteur et à son épouse de mettre l'accent sur ce qu'il venait de dire, le retour à la parole de Dieu, et que la parole de Dieu soit une activité première dans cette église et que le réveil s'installe pour rayonner dans ce quartier. Cette petite cellule familiale devient désormais une église, le temple Shalom Adonai, et tiendra ses cultes dans la salle de conférence télévidéo tous les dimanches de 8h30 à 11h. COP26 oblige en raison du réchauffement climatique. Le sud de Madagascar est confronté à sa pire sécheresse depuis 40 ans. Bilan, plus d'1 million de personnes sont au bord d'une famine dite climatique. Madagascar n'émet presque pas de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Pourtant, le pays est l'un des plus gravement touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Dans le sud de l'île, plus d'1 million de personnes sont confrontées à la première famine climatique, alors que la région connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans.
Plus rien ne pousse dans les champs et nombre d'habitants ne peuvent pas acheter de la nourriture alors que 91% de la population de la région vit sous le seuil de pauvreté. Pour survivre, les habitants cuisent des cactus ou des tubercules sauvages, ajoutant de la cendre ou de l'argile pour cacher le mauvais goût des plantes. L'ONG Amnesty International, qui a publié un rapport fin octobre, a appelé les gouvernements à ne pas traiter cette sécheresse comme une urgence humanitaire seulement. Il s'agit bien d'une conséquence du réchauffement climatique et une illustration des profondes inégalités entre les riches pays émetteurs et les pays pauvres en première ligne. À l'heure de la COP26, la présidente d'Amnesty International a appelé les dirigeants à cesser de traîner des pieds et à agir réellement face à la catastrophe climatique. Voilà les nouvelles de la COP26 qui se tient présentement en Écosse où les dirigeants mondiaux devraient s'engager à enrayer la déforestation d'ici 2030. Les dirigeants du monde parviendront-ils à cesser leur blabla, comme le leur reproche la militante écologiste Greta Thunberg ? C'est plutôt mal parti, à en croire les défenseurs de l'environnement qui jugent trop lointaine la promesse discutée ce mardi à la COP26 d'enrayer la déforestation d'ici 2030. Nous nous fixons comme objectif zéro déforestation d'ici 2030, voire avant. Ce qui est important, c'est que cette année, nous avons une réduction de 30%. Et il y a fort à faire en Colombie. Le niveau de déforestation est inquiétant dans ce pays classé comme étant le plus dangereux au monde pour les défenseurs de l'environnement, selon l'ONG Global Witness. Tant que nous n'obtiendrons pas une diminution substantielle des indicateurs de déforestation, nous ne pourrons pas garantir que le pays s'orientera réellement vers une économie neutre en carbone ou vers une réduction des émissions. Nous devons vraiment nous concentrer sur cet effort. Le Brésil sait ce qu'il faut faire pour réduire la déforestation et nous l'avons fait par le passé. Ce que nous devons faire, c'est de redonner de la cohérence à ces actions. La déclaration commune devrait être adoptée par plus de 100 pays, dont le Brésil et la Russie, pays pointés du doigt pour l'accélération de la déforestation sur leur territoire. Pour Greenpeace, l'objectif de 2030 donne le feu vert à une décennie supplémentaire de déforestation. Et nous parlons d'un exemple d'écologie. En République démocratique du Congo, des femmes produisent un charbon de bois à partir de restes d'une scierie. Un projet écologique et social. En République démocratique du Congo, l'élément indispensable de la vie quotidienne, c'est le makala, le charbon de bois utilisé par 95% de la population pour la cuisson des aliments. Indispensable, mais l'une des plus importantes causes de la déforestation. Ici à Kisangani, dans le nord du pays, une association de femmes produit un charbon vert issu des déchets de la scierie. Un projet écologique et social lancé par le CIFOR, une organisation scientifique internationale de recherche et de protection de la forêt, et financé par l'Union européenne. Depuis 2002, je travaillais, mais je ne m'en sortais pas. Depuis que le projet Forêt nous a formés avec les déchets de la scierie, on arrive à scolariser les enfants et à manger. Avant, c'était plus difficile. La technique du makala, c'est empiler des morceaux de bois, les recouvrir de feuilles vertes, puis d'une épaisse couche de terre. Le feu est allumé à l'intérieur de ce four et la carbonisation commence. Ici, on a amélioré la rentabilité en rajoutant des éléments, une cheminée et des aérations latérales. On est passé de 40 à 50% d'un cuit du bois non carbonisé à 3 à 4%. Auparavant, il fallait jusqu'à 2 semaines pour la carbonisation du bois. Aujourd'hui, 4 à 6 jours suffisent. Les scientifiques cherchent à améliorer encore cette technique, notamment pour préserver les travailleurs des gaz toxiques quand ils défournent. On va donc proposer de faire une carbonisation industrielle avec des fours métalliques de 8 mètres cubes dans lequel on reprend les bois bien rangés comme les gens le font traditionnellement et on les soumet à la carbonisation anaérobique. Ça, ce sont des innovations sur le long terme et qui respectent aussi la haute intensité de main-d'œuvre. Donc les travailleurs vont continuer à couper le bois avec des tronçonneuses, faire des petits morceaux rangés.
Sur les motos, des sacs de 50 kg de Makala. Une famille en moyenne consomme 150 kg par mois, soit un budget de 10 à 18 $, quand les revenus mensuels oscillent entre 50 et 100 $. Nous parlons astronomie avant de terminer cette édition dans le Negev comme sur Mars. Expérience réussie pour les 6 astronautes israéliens engagés dans une mission d'entraînement dans le désert, simulant ainsi les conditions environnementales sur la planète rouge. C'est sous les applaudissements et le crépitement des flashs que les 6 astronautes quittent la station où ils étaient enfermés depuis 3 semaines pour simuler la vie sur Mars. Un tel accueil fait chaud au cœur. Je suis heureux d'être à nouveau dehors et de sentir l'air frais. Mars est un des plus gros défis de l'humanité et nous voulons nous préparer le mieux possible à ces missions. Comme ça, le jour où nous irons sur Mars, nous ferons le moins d'erreurs possible. Alon est le seul Israélien de la mission menée par le Forum spatial autrichien en partenariat avec l'agence spatiale israélienne. Pour chaque sortie de la station, les astronautes doivent porter une combinaison d'un poids de 50 kg afin de simuler les conditions de vie sur Mars où l'atmosphère est irrespirable et où il fait moins 60 degrés Celsius. Le Negev et le cratère de Ramon ressemblent à Mars sur de nombreux aspects. Quand nous étions dans la station et que nous regardions par la fenêtre, nous pouvions vraiment imaginer que nous étions sur Mars, car il n'y avait ni humains ni voitures. Il y a également une forte similitude géologique, et la géologie sera une partie importante de la mission des astronautes sur Mars. Nous avons mené des expériences géologiques dans le cratère qui seront très proches de celles qui se feront sur Mars. Les astronautes ont également utilisé des drones et des rovers qui seront indispensables sur la planète rouge. C'est un des rovers de la mission que nous appelons Rovo 2. Il a 2 modes de fonctionnement, un de conduite à distance et un autre autonome, qui utilise la vision artificielle pour suivre un objet ou un humain. Il a été extrêmement utile pendant notre mission, car pour de nombreuses expériences, nous devons porter des équipements lourds sur un terrain accidenté, et notre combinaison est déjà à elle seule très lourde. À l'intérieur de la station, l'essentiel de l'espace est consacré aux expériences scientifiques. Les astronautes doivent se contenter d'une petite cuisine et de lits superposés. Nous avons réfléchi à la manière dont les astronautes pourraient vivre les 3 premiers mois sur Mars, et cette station peut tenir dans un vaisseau spatial qui peut aller sur Mars. C'est la partie la plus innovante de la mission. Nous avons aussi ici un mur de 40 cm d'épaisseur rempli de régolithes, la Terre de Mars, et nous l'utilisons pour protéger les astronautes des radiations sur Mars. Les scientifiques espèrent également susciter des vocations chez la nouvelle génération, qui sera sans doute celle qui verra un jour l'homme marcher sur Mars. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition, mais avant, je reprends pour vous les principaux titres développés dans ce journal. Une nouvelle église s'ouvre au corps du Christ de la sous-région de Bogodogo Nord. Le pasteur Innocent Kabore met à la disposition de l'église des Assemblées de Dieu le temple Shalom Adonai. Tout est parti donc d'une petite cellule familiale et aujourd'hui, c'est une église à part entière. COP26 oblige, nous avons parlé également dans cette édition des effets du changement climatique à cas de Madagascar qui paye le prix des conséquences des gaz à effet de serre. Dans le sud de l'île, plus d'1 million de personnes sont confrontées à une première famine climatique. Fin de ce journal, vous nous avez reçus depuis Diebougou. Bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus.